Chapitre 41 sur la nature fascinante du féminin, activité et passivité dans l'amour sexuel. À l'aspect métaphysique de la femme éternelle comme magicienne, comme Maya et Maya Shakti, magie cosmogonique de l'un, correspond généralement sur le plan humain la nature fascinante du féminin. L'association du type aphrodisien et du type de la magicienne est très fréquente dans le mythe et la légende. Ces deux aspects furent attribués par exemple à Calypso, Circé, Médée, Iseult, à Brunhilde, aussi dans certaines versions de la légende. À Rome, Vénus Verticordia était considérée comme experte dans les arts magiques. On connaît les représentations minoéennes de femmes tenant la baguette magique. On pourrait aisément recueillir un grand nombre de témoignages du même genre. Que la femme soit plus liée que l'homme à la terre, à l'élément cosmico-naturel, cela nous est prouvé aussi sur le plan le plus matériel par les influences qu'exercent sur la femme mais non sur l'homme les rythmes périodiques de l'univers, par exemple le cycle menstruel. Mais dans l'Antiquité, cette relation portait plutôt sur l'aspect yin de la nature, sur le domaine suprasensible, nocturne et inconscient, irrationnel et abyssal des forces vitales. D'où chez la femme certaines dispositions pour la voyance et la magie au sens strict, opposées à l'orientation masculine et apollinienne de la haute magie et de la théurgie, susceptibles de dégénérer en sorcellerie. Dans les procès de l'Inquisition, le sexe féminin fut majoritaire de façon écrasante par rapport au sexe masculin. En 1500, Bodin parle d'un pourcentage de 50 femmes pour un homme dans les procès concernant la sorcellerie et les pratiques occultes. L'un des traités de démonologie le plus répandu à cette époque, le Malleus Maleficarum, contient de nombreuses pages où l'on tente d'expliquer pourquoi la sorcellerie serait surtout l'œuvre des femmes. Dans les traditions de nombreux peuples, en Chine par exemple, les arts magiques au sens strict précisé plus haut sont réputés dérivés d'une archaïque tradition féminine et lunaire. Au sujet de l'ancienne Chine précisément, il est intéressant de savoir que le caractère Wu, W-U, utilisé pour désigner celui qui exerce les arts magiques au sens strict, c'est-à-dire chamanique, s'appliquait exclusivement à l'origine à des personnes de sexe féminin. Les techniques employées par la Wu pour entrer en rapport avec des forces suprasensibles étaient de caractère tantôt ascétique, tantôt orgiaque. Dans le second cas, il semble qu'à l'origine, les Wu officiaient complètement nus. Les conditions préliminaires réclamées par l'exercice de leur activité sont également significatives. On exigeait des Wu la jeunesse et une beauté fascinante. Les caractères Yao et Miao, qui veulent dire étrange, inquiétant, mystérieux, renvoient eux au type et aux qualités des Wu. Et un texte dit au sujet de la nature non ouranienne des forces que ces jeunes femmes faisaient descendre, qu'une fois attirées par leur rite, ces forces provoquent l'éclipse du soleil. Mais ce qui nous importe ici, c'est la magie de la femme en dehors de ses références spécifiques ou au suprasensible. C'est le sens de sa fascination naturelle et de son pouvoir de séduction. On trouve chez Daudet cette phrase, ouvrez les guillemets. « Je me sentais irrésistiblement attirée vers elle. Seul un abîme peut causer cette fascination. » Fermez les guillemets. Nous avons déjà parlé du symbolisme du rite de la dénudation et de l'expression la plus forte que celle-ci connut sous des formes comme la danse des 7 voiles. Ce symbolisme ne renvoie pas à l'enlèvement des vêtements qui cachent le corps, mais à la dénudation de l'individuation en tant qu'être empirique et personne particulière, la femme finissant par se montrer dans sa substance élémentaire et abyssale en tant que vierge, Durga, femme antérieure à la multiple variété des femmes mortelles, dans sa racine ultime. La fascination exercée par toute nudité féminine tient au fait que celle-ci dissimule d'une façon obscure, perçue seulement par les sens, l'autre nudité. Il ne s'agit pas de beauté ou d'attirance charnelle et animale. C'est pourquoi ce qu'a écrit Paul Valéry n'est que partiellement pertinent, quand il dit « Le prestige du nu devait nécessairement venir de la valeur de secret et de danger proche qui lui est conféré par sa qualité de révélation néfaste et de moyen mortel de séduction. »
Le fait est qu'il y a dans la fascination exercée par la nudité féminine un aspect de vertige semblable à celui provoqué par le vide, par le sans fond, sous le signe de la, excusez-moi c'est un mot grec, substance première de la création et par l'ambiguïté de son non-être. Ce trait appartient à la nudité féminine exclusivement. L'effet de la nudité masculine sur la femme n'est pas seulement par comparaison très réduit, il est en l'occurrence spécialisé, d'ordre essentiellement physique et phallique. Cette nudité n'agit sur elle qu'en tant qu'elle lui suggère banalement l'efficience musculaire et animale du mâle. Il n'en va pas de même avec la femme. Dans la femme complètement nue, c'est Durga que l'homme pressent confusément. C'est elle qui, déesse des fêtes orgiaques, est aussi l'inaccessible. C'est la prostituée et la mère, mais aussi la vierge, l'inviolable, l'inépuisable. C'est cela précisément qui suscite chez l'homme un désir élémentaire mêlé de vertige. C'est cela aussi qui porte le désir au paroxysme, qui accélère le rythme jusqu'à ce que l'homme pris à pic soit terrassé face à l'extase subtile et suçante de la femme immobile. Si l'homme, en règle générale, peut prendre plaisir à la défloration et au viol, tout ce qui, dans ce plaisir, se rattache à l'instinct ou à l'orgueil de la première possession, n'est qu'élément de surface. Le fait le plus profond, c'est la sensation, fût-elle illusoire, que lui donne le geste physique, à savoir violer l'inviolable, posséder celle qui, dans sa racine ultime, dans sa nudité, ne sera jamais possédée à travers la chair. C'est le désir de posséder cette vierge qui l'oriente obscurément vers la possession de la femme physiquement, anatomiquement intacte, ou bien de la femme qui résiste. Le fondement d'un facteur spécifiquement sadique qui se rapporte à l'acte de la défloration, mais qui accompagne aussi toute étreinte, n'est pas différent lui non plus. C'est quelque chose d'autre que l'algolanie dont nous avons parlé, quelque chose de plus profond, une cruauté, une férocité qui sont comme la contrepartie de la sensation transcendantale de l'intangibilité fascinante, de la froideur, de la nature inépuisable de la substance féminine élémentaire. On veut tuer la femme occulte, la femme absolue contenue dans tout être féminin, à travers un vain sadisme de possession. Et c'est pourquoi, en règle générale, rien n'excite plus l'homme que de sentir, dans l'étreinte, la femme à bout de force sous son délire hostile. Reprenant le mythe de Pandore, Kierkegaard a rappelé que les derniers dons faits comme couronnement de tous les autres par les dieux envieux à la femme du désir destinée à Épiméthée furent l'innocence, la modestie, la résistance, et ce, afin d'accroître le pouvoir de Pandore. On a déjà dit que chez la femme, la pudeur n'a pas un caractère éthique, mais uniquement fonctionnel et sexuel. Du reste, il serait assez banal de montrer que tout ce qui est chez la femme, réticence et résistance, joue très souvent un rôle d'excitant sexuel. Mais ces traits rentrent en grande partie dans le domaine du comportement individuel conscient. Au-delà de la coquetterie, de la pudeur et des précautions rationalisantes dans la façon de se donner, typique d'une féminité éprouvée, il y a quelque chose de plus subtil et de plus impersonnel, constitué précisément par l'élément de fascination sexuelle propre à l'innocence et à la chasteté. Une femme qui exprime ouvertement son désir, au lieu d'exciter, peut au contraire désarmer et dégoûter tout homme non animalisé, qui sera en revanche attiré par l'innocence. Mais si ce phénomène d'un côté renvoie quant à sa signification la plus profonde à la situation décrite plus haut, la fille pure se présentant plus fortement comme un défi pour l'homme à cause de la substance Durga, de l'autre il faut considérer un aspect objectif et tout à fait impersonnel de cet ensemble. L'ignorance d'une loi de caractère occulte empêche de saisir le vrai sens de la pureté féminine et le secret de son charme potentiel. Cette loi veut que toute énergie inhibée ou retenue se renforce, se traduisant dans une influence qui, pour être plus subtile, pour être invisible, n'en est pas moins beaucoup plus efficace. C'est ce que la terminologie hindoue appelle sa transmutation en force
Ojas. Or, dans la pureté et la chasteté d'une jeune fille normale, il n'y a rien de ce que on croit communément, on n'y observe pas du tout la tendance innée de la nature féminine à la pureté, tendance imaginée par certains écrivains catholiques modernes, oublieux des vues bien différentes de leurs prédécesseurs. La femme reste dans tous les cas la kamini, celle qui a pour substance la sexualité, celle qui, au-delà du seuil de la conscience la plus périphérique, pense au sexe, pense sur le sexe, pense sexe, se complaît dans le sexe. L'inhibition impersonnelle, naturelle de cette disposition, elle l'active sous la forme d'un pouvoir subtil, magique, qui constitue le charme particulier émanant de la femme chaste et innocente, et qui fait plus d'effet sur tout homme différencié que n'importe quel comportement féminin grossièrement sensuel, impudique et luxurieux. C'est précisément lorsque tout cela n'est pas recherché, lorsqu'il ne s'agit de la part de la femme ni d'une manœuvre, ni d'une inhibition consciente d'origine moraliste, mais d'une donnée de sa nature, de quelque chose d'élémentairement existentiel dont la racine archétype est celle que nous avons indiquée, c'est alors que la femme dispose d'une force particulièrement périlleuse. Cela conduit à envisager un dernier point fondamental en ce qui concerne l'aspect le moins visible des relations courantes entre les sexes. Si, métaphysiquement, le masculin correspond au principe actif et le féminin au principe passif, il y a renversement de ces rapports dans tout le domaine de la sexualité courante, donc dans le domaine qu'on peut dire naturel, où l'homme va rarement à la rencontre de la femme en tant que porteur effectif du pur principe de l'être, émanation du pouvoir de l'un, mais apparaît généralement comme celui qui subit la magie de la femme. Les rapports de fait dans ce contexte sont donc modifiés. Une formule de Titus Burckhardt les définit de manière prégnante. La femme est activement passive, l'homme est passivement actif. La qualité activement passive de la femme est la source de son charme, et elle est activité au sens supérieur. Le langage courant y fait déjà allusion lorsqu'il dit d'une femme qu'elle est attirante. Or, l'attraction, c'est le pouvoir de l'aimant. La femme à cet égard est donc active et l'homme passif. On dit et l'on admet généralement que dans la lutte pour l'amour, la femme est presque passive. Mais cette passivité est rien moins que réelle. C'est la passivité de l'aimant qui, en dépit de son immobilité apparente, entraîne dans ses tourbillons le fer qui l'approche. La tradition extrême orientale qui a connu la conception de l'agir sans agir, Wei Wu Wei, est aussi celle qui a su reconnaître ce point dans le cadre d'un système social qui a pourtant été nettement endocratique. Nous citons « Le féminin, du fait de sa passivité, est toujours vainqueur du masculin. » Fin de citation. Pour paradoxal que cela paraisse, si l'on veut parler de manière rigoureuse, donc conforme à l'étymologie du terme, c'est toujours l'homme qui est séduit. Son initiative active se réduit à l'approche d'un champ magnétique dont il subira la force dès qu'il sera entré dans son orbite. Face à l'homme qui désire, donc face au simple besoin sexuel masculin, la femme a toujours une nette supériorité. M. Charmel a donné une forte description de tout cela dans sa dernière semaine de Don Juan. Toutes les femmes que Don Juan a possédées se révèlent à lui comme autant d'aspects d'une femme unique sans visage, la femme éternelle, Durga, qui a précisément voulu les paroles et les gestes avec lesquels il a séduit chacune d'elles. Il a désiré ces femmes comme le fer désire l'amant. Et c'est en faisant naître cette conscience en Don Juan que le commandeur le pousse au suicide. Aussi bien l'homme pris à pic s'illusionne-t-il beaucoup lorsqu'il croit avoir possédé une femme et s'en vante, du simple fait que celle-ci a couché avec lui. Le plaisir que la femme éprouve à être possédée est un trait élémentaire qui mérite à peine d'être rappelé. Elle n'est pas prise, mais accueille, et dans l'accueil, elle gagne et absorbe. C'est pourquoi il y a aussi une analogie biologique, un parallélisme entre ce qui se produit chez les individus des deux sexes et ce qui se produit parmi les cellules germinales. Le mouvement, l'activité,
l'initiative du spermatozoïde fécondant, en soi dépourvu de substances vitales, de plasma nutritif, et qui, après être parvenu à devancer tous les autres spermatozoïdes versés dans le vagin, pénètre dans l'ovule féminin, immobile et riche d'aliments vitaux. Attiré par cet ovule, le spermatozoïde y ouvre une brèche qui se refermera sur lui et l'emprisonnera dès qu'il aura pénétré tout entier. Après quoi, advient la destruction réciproque des deux genres, le masculin et le féminin, venus au contact l'un de l'autre à l'intérieur de l'utérus. La femme connaît une reddition si satisfaisante qu'il faut la juger plus active que l'assaut de l'homme, nous dit Aldous Huxley. Enfin, si l'on envisage sous l'angle psychologique le plus intime l'expérience de l'étreinte, on constate que la situation de l'aimant s'y répète très souvent. Le fait est que l'homme plus différencié est essentiellement passif, en ce sens qu'il s'oublie, toute son attention étant irrésistiblement captée, comme dans une fascination par les états psychophysiques qui apparaissent chez la femme durant l'étreinte, et plus spécialement par leurs effets sur la physionomie féminine. Et c'est cela précisément qui constitue l'aphrodisiaque le plus intense pour l'ivresse et l'orgasme de l'homme. Dans le cycle méditerranéen de la grande déesse, le pouvoir non agissant, la magie de la femme, fut représenté par la Potnia Théron, par la déesse qui, maîtresse des animaux sauvages, chevauche le taureau ou bien le tient au bout d'une corde, et par Cybèle, qui se fait transporter dans un char tiré par de lions domptés, symbole de sa domination. Durga, assise sur un lion et tenant un lasso, en est l'équivalent hindou. Le même thème réaffleure dans le symbolisme, d'inspiration kabbalistique de la 11e lame des tarots. La force représentée par une femme qui, sans difficulté, tient ouverte la gueule d'un lion furieux. Et chaque femme, en tant qu'elle participe de la femme absolue, possède dans une certaine mesure cette force. L'homme l'aperçoit souvent et la plupart du temps c'est en raison d'une surcompensation névrotique inconsciente du complexe, sinon d'angoisse, du moins d'infériorité qui en dérive, qu'il étale devant la femme une masculinité ostentatoire, qu'il se veut indifférent et même brutal et méprisant. Toutes choses qui ne le font pas avancer d'un pas, bien au contraire, en ce qui concerne les rapports les plus subtils qui peuvent s'établir entre les sexes. Que la femme en tant qu'individu finit souvent elle-même victime sur le plan extérieur, matériel, sentimental et social de cette force qu'elle utilise, d'où parfois une instinctive peur d'aimer, cela ne change rien à la structure fondamentale de la situation. Il est à peine besoin de préciser que sur le plan subtil, la condition de passivité de l'homme est d'autant plus grande que sont plus développés en lui, jusqu'à prédominer, les aspects matériels du mal, les caractères instinctifs, violents et sensuels de la virilité. Le type même dans lequel l'Occident le plus récent a reconnu de plus en plus l'idéal de la virilité, à savoir l'homme activiste absorbé par le faire et le produire, l'homme athlétique à la volonté dure, est en règle générale le plus démuni de virilité intérieure. En conséquence, il est particulièrement désarmé face au pouvoir plus subtil de la femme. Ce sont des civilisations autres que la civilisation occidentale moderne, comme par exemple les civilisations extrême-orientales, hindoues et arabes, qui ont eu une perception plus juste de ce qui est effectivement viril, exprimant cette sensation à travers un idéal humain très différent, par ses traits somatiques comme par ses traits internes, caractérologiques et spirituels de la petite figure européenne et américaine du mal. Nous pouvons résumer les formes possibles des rapports réels entre les sexes en disant que l'activité chez l'homme et la passivité chez la femme ne concernent que le plan le plus extérieur. Sur le plan subtil, c'est la femme qui est active, l'homme qui est passif. Plus spécialement, quand l'union des sexes mène à la procréation, c'est la femme qui absorbe et possède. Cette situation n'est presque jamais dépassée dans tout le domaine de l'éros profane, d'où l'ambiguïté de celui-ci. Dans des situations de ce genre, l'extase érotique ne comporte que fortuitement et tendanciellement les phénomènes de transcendance dont nous avons parlé au 3e chapitre et dont, de fait, les amants ordinaires ne se rendent peu compte habituellement.
Les rapports d'activité et de passivité ne peuvent connaître de changements profonds que dans le cadre de l'éros sacralisé. Ils reflètent alors le statut des deux principes dans l'ordre métaphysique, l'homme devenant vraiment actif face à la femme. La chose s'explique d'elle-même, car ce n'est que dans l'esprit, dans la sacralité, que peut être réveillé de telle ou telle façon ce qui caractérise la dignité potentiellement supérieure de l'homme. Alors la polarité s'inverse et une troisième situation apparaît, un troisième niveau de l'expérience érotique, auquel le symbolisme tantrique du Viparita Maithuna, de l'étreinte inversée, peut offrir une prégnante expression symbolico-rituelle. Ici, l'immobilité de l'homme est le sceau de l'activité supérieure, de la présence de la virya, pour laquelle la magie de la femme ne représente plus un danger, pour laquelle aussi la vision de la Dhyane nue n'est plus mortelle. Et cela nous conduit naturellement au domaine dont nous traiterons dans la partie finale de ce livre. En ce qui concerne la psychologie des sexes ébauchés dans les pages qui précèdent, il est bon d'en rappeler l'armature ontologique. Nous voulons dire par là que nous n'avons pas tant parlé de qualités ou caractéristiques individuelles que de composantes objectives, de manifestations dans les individus de la nature de la féminité et de la virilité absolue, selon les aspects fondamentaux, métaphysiquement déductibles et dramatisés par le mythe, de l'une et de l'autre. Ces constantes ou éléments supra-individuels du sexe peuvent être présents chez les individus à différents degrés de pureté et d'intensité. Ils admettent en outre plusieurs formes de manifestation, selon les races et le type de civilisation prédominant. On peut aussi parler de structure ou potentialité de la conscience profonde que la conscience la plus superficielle et sociale, celle du plan où se définit précisément la personne, ne reconnaît ni n'admet toujours qu'elle n'active jamais complètement dans le domaine profane. C'est pourquoi Esther Harding a raison d'écrire au sujet des femmes qu'il est pour elles trop périlleux de reconnaître ce qu'elles sont au plus profond et qu'elles préfèrent penser qu'elles sont telles qu'elles apparaissent, dans le miroir de la conscience extérieure qu'elles se sont construites. Il sera bon de revenir également sur un autre point pour rappeler que tout ce que nous avons constaté dans l'optique adoptée ici comme différence de nature entre l'homme et la femme n'implique pas du tout une différence de valeur. Répétons-le, la question de la supériorité ou de l'infériorité d'un sexe par rapport à l'autre est totalement privée de sens. Tout jugement sur la plus grande ou la moindre valeur de certains aspects de la nature et du psychisme masculin par rapport à la nature et au psychisme féminin et vice-versa se ressent d'un préconcept, donc du point de vue unilatéral propre à l'un ou l'autre sexe. C'est aussi ce qu'il faut affirmer au sujet de certains traits de la psychologie de la femme absolue, qui sembleraient comporter une valeur négative. Inclination à mentir, par exemple, passivité, fluidité, absence de l'impératif logique et éthique, extraversion. Redisons-le, cette valeur n'est que relativement négative. Elle n'apparaît telle que parce qu'on s'est habitué au point de vue de l'homme dans une société endocratique. Mais pour parler en termes extrêmes orientaux, la perfection passive est tout aussi parfaite que la perfection active, et a sa place à côté d'elle. Ce qui peut paraître négatif a sa positivité propre pour peu qu'on le considère en fonction de son propre principe, donc sur le plan ontologique de la nature propre et de la conformité à celle-ci. Enfin, il ne faut pas oublier que, sexualisation élémentaire mise à part, il n'y a pratiquement pas un homme qui soit seulement et à tous égards homme, pratiquement pas une femme qui soit seulement et à tous égards femme. Nous avons déjà dit que les cas de sexualisation complète sont rarissimes, donc que tout homme ou presque porte en soi des traces de féminité et que toute femme ou presque porte en soi des traces de masculinité, selon des proportions pouvant présenter une forte marge d'oscillation. Il faut tenir compte de tout ce qui dérive de cet état de fait, surtout lorsqu'on étudie le domaine psychique, où l'oscillation peut atteindre un degré particulièrement élevé, aussi bien les traits que nous avons dit typiques du psychisme féminin peuvent-ils être retrouvés chez des individus de sexe masculin. Dans les phases régressives des cultures spécialement, de nombreux hommes peuvent posséder ces traits.
Tout en ayant bien mis en évidence la réalité et l'importance des formes sexuelles intermédiaires, Weininger n'a pas suffisamment tenu compte de cela. Un seul exemple. Il a cru pouvoir attribuer à la femme la duplicité intérieure, dans le cas limite, la duplicité hystérique ou névrotique, due au fait que la femme assumerait passivement des valeurs et des normes du milieu opposé à sa nature propre sensuelle. Or, la psychanalyse a clairement montré que c'est aussi souvent le cas de l'homme, surtout de l'homme moderne d'ailleurs. Elle en est même arrivée à affirmer que ce qui constituerait selon certains le noyau essentiel du psychisme masculin, à savoir le surmoi dominateur répressif et bourreau de la vie instinctive, n'est que le produit artificiel des conventions sociales acceptées et introjectées, c'est-à-dire assimilées, au point que ce surmoi serait la cause de toutes sortes de névroses et de déchirements. Et puisque nous-mêmes avons pu parler à propos des traits caractériologiques, psychologiques et moraux typiques de l'homme du dernier après-guerre, d'une race de l'homme fuyant, on voit par là qu'on ne saurait restreindre aux seules femmes la caractéristique liquide du féminin. Mais il y a un point qu'il ne faut pas perdre de vue. S'il est arbitraire de juger la femme en fonction de l'homme, ou vice-versa, lorsqu'on considère les sexes en eux-mêmes, ce jugement en revanche est légitime lorsqu'il s'agit des composantes ou dispositions de l'autre sexe qu'un homme ou une femme peut porter ou développer en soi. Dans ce cas, on est en effet en présence d'imperfections par rapport au type, d'une privation de la forme, de l'hybridisme qui spécifie un être incomplet ou dégénéré, et du point de vue de l'éthique traditionnelle, est mal et antivaleur ce qui est masculin chez la femme et ce qui est féminin chez l'homme.